Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Marianne Cissé, directrice de communication de Oversea, et de notre éditorialiste Malik Acher. Et tout de suite dans l'actualité économique, Maurice accueille la première édition du Forum économique de l'Union africaine, que certains qualifient déjà de Davos africain. Au programme des discussions, le commerce intra-africain, la formation des ressources humaines, l'industrialisation et la libre circulation des biens et des personnes. Idelette Mirabel-Bissou. La diplomatie économique est au rendez-vous à Maurice avec l'ouverture le 20 mars 2017 de la première édition de l'African Economic Platform. Cette rencontre qui aborde les problématiques de l'économie africaine se poursuit jusqu'au 22 mars sur l'île Maurice. À ce rendez-vous réunit les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les acteurs de l'économie africaine. L'une des thématiques évoquées est l'intégration, l'unité. L'Afrique doit avancer ensemble dans son effort de développement futur. C'est pourquoi nous avons besoin d'investir énormément dans les ressources humaines, la formation, l'éducation. C'est de la valeur ajoutée pour le continent. Une valeur ajoutée qui pourra permettre d'atteindre nos objectifs. Ce forum économique est organisé par l'African Union Foundation, une structure de l'Union africaine qui a pour mission d'encourager le dialogue secteur public, secteur privé en Afrique. La plateforme sera un forum de discussion entre dirigeants africains et le monde des affaires dans l'optique de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Je pense que c'est le moment pour les gouvernements africains de se lancer, de se mettre ensemble pour que l'intégration soit la clé de notre essor économique. C'est pourquoi nous sommes heureux de tout ce qui se tourne autour du passeport africain. Avec ce passeport, il sera aisé de se déplacer librement sur le continent, avec bien sûr l'évolution des octrois de visa au niveau des pays. Ce forum va répondre à plusieurs questions fondamentales sur le devenir économique de l'Afrique. Les principaux thèmes de la première édition à Maurice sont entre autres le développement des ressources humaines, le commerce intra-africain, l'industrialisation et la libre circulation des personnes et des biens. Malik, on parle déjà d'un événement qui est amené à devenir le Davos africain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Chère Fanny, je ne minimise pas l'importance de ce forum, mais je suis un peu dubitatif effectivement, sur ce forum. Pourquoi ? Parce qu'on va aborder des thématiques qu'on ressasse depuis longtemps en Afrique. La libre circulation des personnes, le commerce intra-africain. On multiplie les forums, on multiplie les rencontres entre acteurs économiques. Alors je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est une bonne chose. Ça permettra aux acteurs économiques de se rencontrer et ne seront plus forcément obligés de se rencontrer ailleurs pour parler justement du continent africain. C'est une chose symbolique qui est importante. Mais je pense que le manque véritable de volonté politique de nos pays africains parfois nous amène à ressasser des sujets qui ne doivent plus, je dirais, être d'actualité dans les forums. Ça doit être des décisions qui doivent être prises par les plus hautes responsabilités. Le passeport africain, la libre circulation, ce sont des thématiques qui sont déjà abordées sur le volet régional. Des organisations arrivent à, par exemple, faciliter la circulation des personnes. Je pense par exemple à la CEDEAO et notamment la circulation des biens et des services. Il y a des progrès qui se font. Ça reste encore peu, mais il y a des progrès qui se font. Mais je ne comprends pas pourquoi on est obligé toujours d'avoir des organisations pour parler des mêmes thématiques. Je pense qu'il faut aller de l'avant. D'après vous, ce type d'événement, ce type de forum n'amène pas à des choses concrètes ? Un forum n'est jamais un espace de décision. C'est un espace de discussion. Et je préfère avoir un espace de décision qu'un espace de discussion. Alors on peut discuter, c'est très bien, ça permet de remonter les avis de chacun et des organisations et des particuliers, des populations, mais nous avons assez fait de forums en Afrique. Il faut passer à autre chose, à une autre étape. Faisons des forums pour des thématiques nouvelles, mais ne faisons pas des forums pour des thématiques qui devraient déjà être mises en marche depuis longtemps. Marianne, vous partagez l'avis de Malik sur cet événement ? Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est un grand salon, comme on aurait pu avoir à Porte de Versailles, partout, qui va recevoir tous les gouvernements. Mais effectivement, quand on prend quelques pays, il y a des véritables problèmes aujourd'hui. Il n'y a que des rencontres de ces dirigeants politiques, mais les solutions tardent.
Donc j'espère que ce nouveau Davos africain va être le lieu où les Africains vont pouvoir espérer enfin d'avoir de véritables lois qui se mettent en place. Malik, c'est Maurice qui a été choisi pour accueillir cette première édition de ce forum économique de l'Union africaine. C'est un choix judicieux selon vous? Ça ne m'étonne pas parce que Maurice dispose des infrastructures nécessaires justement pour organiser ce genre de forum. Et puis c'est un des pays qui est le plus intégré sur le plan de la mondialisation économique. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de Davos. Davos et île Maurice, je dirais ça rime très bien pour ce style de forum. Néanmoins, d'autres pays africains auraient pu l'organiser, mais le choix de Maurice est très justifié. Merci. Dans l'actualité également, le secteur du tourisme se porte de mieux en mieux au Rwanda. Le pays a comptabilisé 1 500 000 arrivées en 2016. Les autorités s'appuient notamment sur les nombreux parcs naturels, un potentiel qui demande cependant à être davantage exploité. Reportage de notre correspondant Olivier Giacotta. De 15 millions de dollars en 2007, le tourisme a rapporté 400 millions de dollars au Rwanda en 2016. 1 500 000 personnes ont visité le pays en 2016, selon les autorités. La plupart se sont rendus surtout dans les parcs nationaux ou au bord du lac Kivu pour satisfaire leur curiosité en matière de faune et de flore. J'ai visité Gisenyi, Rubavu exactement. J'ai visité le lac Kivu. Bon, c'est très propre, c'est très clean, c'est très nature. J'aime très bien visiter les parcs nationaux. Maintenant, je vais attaquer les parcs nationaux, les gorilles. Le réel défi reste le décollage du tourisme domestique. Même si les autorités visent un taux de 30% d'ici 2018, il reste encore à l'état embryonnaire. Les gens qui sont dans la promotion du tourisme, ils doivent avoir des tarifs promotionnels pour les nationaux. Ils doivent aussi avoir le service paquet appropriés aux Rwandais et qui peuvent intéresser les Rwandais. Entre 2012 et 2013, le secteur touristique rwandais a connu une croissance de 4%, laquelle a atteint 10% de 2015 à 2016 selon les autorités du pays. Et pour les années à venir, l'objectif est de maintenir la croissance à 2 chiffres. Malik, le Rwanda a réussi à faire du tourisme l'une de ses principales sources de devises de son PIB. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un axe de développement qui est intéressant. C'est un pays qui revient de loin depuis 1994 et qui a réussi ce qu'on appelait le miracle rwandais sur le plan économique. Donc on ne peut qu'être admiratif vis-à-vis du développement de ce pays qui axe notamment sur le tourisme et qui a les atouts nécessaires, notamment le tourisme, nous en parlons, du tourisme durable, parce que le Rwanda, il faut savoir, c'est un pays de 26 000 km², mais c'est un pays dont les espaces doivent être protégés. Et qui dit espace protégé dit certaines formes de tourisme à développer. Et on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est similaire, c'est-à-dire qu'on ne développe pas le même tourisme qu'on a dans d'autres pays développés, par exemple en Europe, qu'on développe par exemple en Afrique et notamment en Rwanda, parce que nous sommes dans un environnement particulier. Nous avons vu les réserves naturelles qui existent dans ce pays, qui a tous les atouts pour réussir. Mais il faut axer sur un tourisme responsable, ce n'est pas un effet de mode, c'est très important pour le Rwanda parce que ça permettra de préserver les espaces naturels et les espaces agricoles, parce que c'est un pays aussi très agricole et qui peut miser aussi sur son agriculture. Donc faire du tourisme un axe de développement, très bien, en faire l'unique, non, ça serait plutôt mauvais. Mais je pense que le gouvernement rwandais a toute conscience de cet objectif. Marianne, en termes de développement du secteur touristique, le Rwanda, c'est un exemple à suivre d'après vous? Moi, je pense que c'est un exemple à suivre parce qu'il y a eu quand même le gouvernement qui a créé des accords avec, par exemple, le Kenya et l'Ouganda, je crois. Rien que pour les passeports, ils ont un passeport unique, les visas uniques qui permettent aux visiteurs de payer, je crois, 100 $ pour le visa et pour pouvoir faire le tour. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intelligent, en tout cas, leur manière de fonctionner. Mais maintenant, bien évidemment, on est en Afrique, il y aura toujours des effets pervers. Ah oui, alors justement, Malik, c'est une stratégie, ça, de favoriser le tourisme est venu d'Afrique même. Est-ce que les pays africains ont intérêt à faire cela?
Oui, parce qu'il y a une classe moyenne qui monte en Afrique, on le sait tous, et la classe moyenne africaine sera la plus importante d'ici quelques décennies. Donc c'est un marché qui est encore peu exploité par les agences de voyage, par les opérateurs. La classe moyenne africaine, avant, allait plutôt vers les pays européens, vers les pays américains et asiatiques. Moins asiatiques, mais beaucoup européens et américains. Maintenant, il y a cette prise de conscience que, enfin, au sein de la classe moyenne africaine, que déjà le continent est déjà riche à découvrir, et cette classe moyenne se tourne davantage vers les pays africains, et en plus c'est une nécessité pour ces pays-là de développer cet axe-là, parce que finalement ils ont justement un marché qui est à leur porte. Juste une chose, on pourra justement permettre à cette classe moyenne africaine de visiter les pays si on améliore la densité en transport. Malheureusement, dans des espaces régionaux, il y a des pays je prends par exemple le cas de l'Ouganda. On est obligé parfois de se rendre au Rwanda par liaison aérienne, pas forcément par route. Et malheureusement, alors que la proximité de ces pays est avérée, il faudrait davantage mailler ces territoires en transport routier, par exemple, tout en préservant les paramètres environnementaux. Mais malheureusement, en Afrique, nous sommes obligés parfois, pour rejoindre un point à un autre, de passer par 3 ou 4 villes. Et les liaisons directes manquent cruellement. Il faudrait développer déjà aussi les liaisons aériennes pour permettre le déplacement de cette classe moyenne. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a lancé à Tanger le projet de création d'une ville nouvelle conjointement avec le groupe chinois Haïti et le groupe bancaire marocain BMCE pour un investissement de 10 milliards de dollars qui s'étalera sur les 10 prochaines années. Le projet consistera notamment en la construction d'un pôle économique capable de générer 100 000 emplois. Malik, c'est encore une fois le signe de la bonne santé dans les relations entre le Maroc et la Chine. Bon, les relations entre le Maroc et la Chine gagnent en intensité. La Chine était intéressée par d'autres pays auparavant, elle le reste toujours. Je parle par exemple de ces pays où les ressources naturelles sont très importantes, par exemple la RDC, l'Égypte, l'Algérie. C'était des marchés qui attirent toujours les entreprises chinoises. Mais les entreprises chinoises sont dans une autre logique que l'exploitation des ressources naturelles, parce qu'elles savent très bien qu'il n'y a pas que cela pour permettre le développement de leur filière. Le secteur industriel est très important. Il faut savoir que l'Afrique du Nord, l'Afrique en général, c'est l'atelier finalement, c'est l'atelier du monde, c'est le nouvel atelier. La Chine était l'ancien atelier du monde, maintenant c'est l'Afrique. Et du fait de sa proximité avec l'Europe et de son équidistance entre l'Asie et l'Amérique, ça permet à ces pays-là justement d'être des bases stratégiques pour permettre l'implantation d'unités industrielles, pour permettre l'exportation de produits manufacturés de façon plus rapide. Marianne, que pensez-vous de ce projet de ville nouvelle au Maroc ? Bon, je trouve que c'est intéressant parce que déjà ça va créer de l'emploi au Maroc. Et comme je rejoins complètement sa position sur l'Afrique, aujourd'hui est reconnue un petit peu comme le nouvel Eldorado, après la Chine elle-même. Quand on prend par exemple, il y a des exemples de délocalisation de la Chine elle-même concernant le textile vers l'Éthiopie, mais de manière très massive. Et donc maintenant on a le Maroc, et je pense que petit à petit on va réussir à réinjecter petit à petit des fonds dans ce pays, dans ce continent. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré au secteur hôtelier. Marianne, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et Malik, merci également d'avoir été là. Ce fut un plaisir, Fanny. À très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.